Comment être présent effectivement dans le débat? Le président de la République nous a promis un débat apaisé. Je voudrais, pour introduire mon décodeur, nous mettre en garde contre deux écueils. Le premier écueil, c'est dans les débats, qui peuvent être des débats interpersonnels, en famille, avec des amis, des voisins, des collègues de bureau, à la télévision. Premier écueil, être le clown mou du débat. Blanche Trèbe nous a parlé de dialectique la semaine dernière. Eh bien, le but de la dialectique, souvent, quand elle est péjorative, c'est de nous transformer en clown qui finalement valorise les autres et comme un repoussoir. Vous savez, quand le clown qui fait toujours rire, on rit toujours à ses dépens. Premier écueil. L'écueil inverse, ça serait d'avoir des arguments massus. C'est tellement simple. La vie parfois se démontre par A plus B et ça hérisse les arguments massus. La démonstration implacable. Alors comment être présent? Eh bien, première réflexion, mesurer la difficulté qu'ont les êtres humains d'accueillir la vérité, qui peut être la vôtre, la mienne et celle de nos contradicteurs. La vérité est très simple, mais elle se heurte souvent au cœur compliqué des hommes. Chercher cette vérité est majeur, mais moi j'essaie dans les débats de regarder la psychologie du décideur, la manière dont il est peut-être conditionné. Qu'est-ce que la vérité? Vous connaissez cette fameuse phrase. Et souvent, lorsque la vérité gêne, elle est conçue comme un rapport de force. La vérité gêne quand la personne va devoir changer son mode de vie, perdre peut-être son métier, son argent, sa notoriété, si elle accueille vraiment cette vérité. Je me souviens avoir été très frappé par le kinésithérapeute de Vincent Imbert, ceux qui s'en souviennent, un jeune homme qui avait été euthanasié. Et j'avais demandé à Hervé Messager la raison pour laquelle il avait pris sa défense après sa mort, en disant qu'il voulait vivre. Et Hervé m'avait répondu, je fais ça par amour pour la vérité. Voilà, un amour vraiment qui l'avait rendu extrêmement courageux, mais c'était pratiquement héroïque. Souvent, nous préférons le déni par rapport à la réalité. L'homme est capable de nier l'évidence en présence même de l'évidence. Je me souviens d'un débat que j'avais eu au Parti radical en présence de députés, de parlementaires devant Jean-Louis Borloo. Et j'étais opposé au président de l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens. Et j'avais dit, nos familles sont fragilisées, nos familles errent parfois, et notre errance affective, familiale, finalement, les enfants la payent. Les enfants souffrent de cette errance. Et je me souviens que Jean-Louis Borloo avait conclu ce colloque, alors que j'avais été applaudi sur cette parole de bon sens, en disant « Les enfants s'adaptent ». Parce qu'il avait parlé de son histoire personnelle. Les enfants s'adaptent, c'était ce qu'il pouvait entendre comme vérité. Deuxième réflexion, après la réflexion sur la vérité, justement être présent dans les débats. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on est vraiment présent réellement, si je suis vraiment présent à vous aujourd'hui, je suis là avec mes vulnérabilités. Je ne peux pas faire le beau. Je suis là avec mes faiblesses, mes limites, mes doutes, bien sûr des convictions aussi ancrées. Venir avec sa vulnérabilité, c'est une condition majeure pour être vraiment présent dans le débat. Deuxièmement, je dois consentir à la présence de l'autre, c'est-à-dire rendre hommage en moi-même à sa part d'humanité. Être vraiment celui qui le considère comme partageant avec moi une commune humanité. C'est absolument essentiel si on veut engager un véritable débat au présent. Troisième réflexion, éprouver de la sympathie. Éprouver de la sympathie pour l'adversaire. J'aime beaucoup la phrase de Maurice Zindel qui dit « Seul un éclair de bonté peut permettre à une personne à accueillir son identité la plus profonde. » Et c'est vrai que c'est très difficile pour les personnes de descendre leur masque, de perdre leur défense, de quitter leurs idéologies. Et c'est nécessaire du coup pour nous aussi de perdre notre désir de gagner dans le débat, si on veut un débat véritablement authentique. Perdre le désir de gagner, ça ne veut pas dire perdre le témoignage de la vérité, rendre témoignage à la vérité. Mais vous voyez que c'est bien différent, cette envie souvent nombriliste de marquer des points, qui transforme souvent en match de boxe les débats où finalement chacun reste sur son quant à soi. Et j'ai remarqué en adoptant cette posture de renoncer parfois, parce que je l'ai choisi, à gagner et à exprimer de la sympathie pour mes adversaires, que finalement ils s'épuisaient à taper sur un édredon. Parce que, vous imaginez, c'est physiquement fatigant. Troisième réflexion, enfin, je voudrais partager avec vous des clés pour un débat bienveillant. Un débat qui serait bien sûr autre que certaines joutes politiques qui sont parfois marquées par tant de dialectique qu'on se demande qui vraiment croit en ce qu'il dit.
Alors que serait un débat bienveillant? Premièrement, je nous propose de nous définir dans le débat chacun, mais de ne pas définir l'autre, de s'abstenir d'étiqueter l'autre, de s'abstenir de coller sur son front les étiquettes, qu'elles soient d'ailleurs infamantes ou péjoratives ou qu'elles soient même positives. Trop souvent, on instrumentalise, on chosifie l'autre, on ne le considère pas vraiment comme présent lorsque on l'arrange à notre sauce. Et si bien sûr on me caricature, je vais m'en défendre. Et je vais enlever tous les oripeaux qu'on met sur mon dos pour être moi-même présent et non pas la caricature qu'on veut faire de moi. Premier principe, chacun se définit et on s'abstient de définir l'autre. Deuxième principe, je vais essayer de partir de points d'entente. J'ai mis dans mon blog en exergue « Accordons-nous sur nos désaccords ». C'est d'une fois d'avoir discuté avec Valérie Pécresse, qui était ministre de la Recherche, et qui me disait qu'elle respectait l'embryon. Dans un dîner à une dizaine de personnes, moi je respecte l'embryon. Et je dis c'est pas possible. Elle venait de se vanter, en tout cas de se féliciter, pour être non péjoratif, d'avoir fait advenir en France le système du double DPI, double diagnostic pré-implantatoire. On trie 2 fois les embryons, une fois pour qu'il soit indemne d'une maladie qu'on veut lui éviter, et une fois pour qu'il soit compatible avec un frère ou sœur déjà né porteur de cette maladie. L'idée étant de soigner le frère ou la sœur, mais il faut fabriquer à peu près 100 embryons pour que naisse celui qui, éventuellement, sera ce bébé dit du double espoir ou bébé médicament. Et donc, évidemment, moi, je considère que l'embryon est respectable. Et elle, en discutant avec elle, j'ai découvert qu'elle avait une vision progressive de l'humanité de l'embryon. Une vision d'ailleurs qui correspond peut-être à notre propre psychologie, parce que c'est difficile d'accorder du prix à celui qu'on ne voit pas. Mais en tout cas, on a pu s'entendre sur nos désaccords et voir là où le bas blessait entre nous. Le débat avait bien avancé. Ensuite, dernier principe, c'est la nécessité de gravir sur la colline de l'autre. C'est-à-dire d'essayer d'aller épouser le point de vue de l'autre. De sa colline, comment me voit-il? Ne suis-je pas la caricature de mes positions? N'a-t-il pas de bonnes raisons de contester ma légitimité à parler d'un sujet? Et de sa colline, je peux voir les choses aussi différemment quant à ce que nous travaillons ensemble. Sur son propre point de vue, peut-être que je vais pouvoir changer un peu de ma façon de voir. Et je pense que la cerise sur le gâteau de ce débat bienveillant, si chacun se définit, si je pars de points d'entente, si je cherche ensemble à discerner les points de désaccord, ça serait de reconnaître qu'il me fait bouger. Peut-être ça va vous étonner, et moi je crois que chacun détient bien sûr une part d'humanité et aussi peut faire grandir cette vérité. Nous pouvons creuser ensemble le puits de la vérité. Et donc je vais pouvoir exprimer publiquement qu'il m'a fait bouger. Je me souviens que pour ce qui concerne une discussion avec Jean-Luc Romero, avant le débat, et on peut dire qu'il est un débatteur assez coriace, il avait un gros dossier sous le bras. Et il m'a dit, ah là, ça c'est difficile, je lui dis, c'est difficile, beaucoup de travail, vous avez beaucoup... Il me dit, oui, ça c'est autre chose, ça. C'est les trithérapies en Afrique. Ils sont en train d'arrêter le financement des trithérapies contre le sida en Afrique. Et je lui dis, sur ce sujet-là, je peux vous suivre. Le lendemain, j'ai fait un tweet de soutien à une prise de position qu'il avait et il m'avait retweeté. Et donc, on a pu établir une forme de sympathie, malgré l'hostilité très manifeste qu'il a à mon endroit et parfois très brutale, je dirais, autour d'un sujet que je connais mal, mais où j'ai vu qu'il s'engageait fortement, avec toute la force aussi de son histoire personnelle, puisqu'il est lui-même porteur de VIH. En conclusion, je crois qu'on peut affirmer que plus on est sûr de ses convictions et plus on peut les remettre en question dans un débat sans avoir peur de perdre. Deuxième réflexion, l'état intérieur avec lequel j'arrive, il se voit comme le nez au milieu de ma figure. Autrement dit, vous connaissez la formule, je la répète peut-être un peu trop souvent, ce que je suis crie plus fort que ce que je dis. J'entends parfois des personnes qui me disent « Qu'est-ce que je peux dire à ma belle-sœur? Qu'est-ce que je peux dire à ma mère, à mon frère qui me dit ça, qui n'est pas d'accord ?» Et je n'ai pas une recette toute simple en termes d'argumentaire. C'est ce que je suis, c'est ce que la personne est par rapport à l'autre qui va marquer peut-être les esprits, qui va peut-être ouvrir les cœurs. On ne gaffe pas les personnes d'arguments comme des oies. On ne peut que réveiller au fond de leur cœur l'amour de la vérité, ce qui nécessite beaucoup de bienveillance, d'où les clés du débat bienveillant. Et enfin, le débat bienveillant, ça ne veut pas dire un débat mou, un débat sans conviction.
Il peut nous arriver d'être agressés par des journalistes en disant des petites phrases « vous êtes arc-boutés sur vos convictions ». Et on peut répondre que oui, dans certains domaines, on ne transige pas. Il y a certaines portes qui doivent être fermées et quand elles sont entrouvertes, on sait que la porte va être battante. On peut être viril sans pour autant perdre cette bienveillance qui, à mon avis, dans les débats de société où il y a tant et tant de souffrance, est absolument nécessaire. Il y a dans notre pays, on le dit souvent, une sorte de secret de famille et nous sommes tous peut-être conscients que dans les familles où il y a des secrets, ils sont très difficiles à lever. Pour les lever, il faut que les personnes sentent que lever ces secrets va être libérateur. Ça ne peut se faire que dans la bienveillance et alors nos débats aboutiront à une plus grande vérité et aussi un plus grand respect de la vie des plus fragiles.